suis Louise Andrieux, donc responsable du développement des usages des services d'Arte Éducation. Arte Éducation, c'est la filiale de la chaîne Arte entièrement dédiée aux services éducatifs. Donc, nous avons actuellement 2 services, Éducarte pour l'enseignement secondaire, les collèges et les lycées, et Arte Campus pour les universités et la formation des adultes. Et donc, je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui Raphaël Messan et d'être avec vous, toutes les personnes qui sont donc connectées pour cette heure d'échange en direct avec Raphaël Messan. Juste avant de démarrer, je souhaiterais juste à nouveau redire 2 mots sur le contexte et ensuite on laissera vraiment place à une très large partie d'échange pendant cette heure. Le contexte, donc vraiment là, on s'adresse principalement, et Raphaël, vous vous adressez principalement donc, à des enseignants du secondaire. Un grand nombre d'entre eux donc, sont abonnés à Éducarte. Éducarte est une ressource donc, sur abonnement des établissements scolaires ou des collectivités territoriales pour des raisons de droit d'auteur, car nous sommes donc une filiale d'Arte et nous visons vraiment à valoriser en fait, la filière et les auteurs, comme vous, les producteurs, pour pouvoir donner une seconde vie aux œuvres tout en offrant aux élèves et aux enseignants la possibilité en fait, d'avoir un accès illimité aux meilleurs contenus d'Arte toute l'année, pendant plusieurs années durant, donc, pour pouvoir vraiment utiliser les contenus dans une situation pédagogique. Juste encore 2 mots sur Éducarte. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle propose donc aujourd'hui plus de 1700 contenus donc, d'Arte en 3 langues, en français, en allemand et en anglais, et des outils pour pouvoir personnaliser les vidéos et vraiment se les approprier en tant qu'enseignant ou les utiliser en tant qu'élève pour faire, par exemple, des exposés, des travaux de groupe, etc. Donc, la particularité, c'est vraiment ces outils. C'est ce qui distingue Éducarte d'autres ressources d'Arte. Le site est entièrement fait et indexé. Les vidéos sont indexées vraiment en fonction des programmes scolaires. Donc voilà, je vais arrêter là sur Éducarte. N'hésitez pas, les participants, si vous avez des questions sur la ressource, à nous écrire. On vous redonnera toutes les informations, mais donc vous pouvez nous écrire par mail sans problème. On vous répondra à toutes vos questions. Et donc, c'est un service qui est développé depuis 4 ans et dont l'objectif est aussi vraiment de favoriser la culture générale des élèves. Et on a développé donc ces masterclass pour pouvoir vraiment permettre aux enseignants une appropriation des contenus plus efficace, j'allais dire, et pouvoir leur permettre de s'inspirer et d'utiliser vraiment les contenus avec leurs élèves. Donc, Raphaël Messan, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes graphiste, auteur, réalisateur, et vous avez donc réalisé le documentaire Les damnés de la commune, qui a été diffusé à l'antenne d'Arte mardi soir. Est-ce que déjà, vous pouvez donc nous dire un mot sur ce choix d'avoir choisi de vous intéresser à la commune la commune, j'allais dire de Paris, mais non, ce n'est pas que la commune de Paris, pour commencer. La commune, c'est un sujet dont je n'avais pas entendu parler à l'école. Je l'ai découvert beaucoup plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années, et ça m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a marqué, c'est en particulier la Semaine sanglante. Pas seulement cette révolution et les réalisations très en avance sur son temps, mais la Semaine sanglante, la manière de réprimer les opposants politiques, les réprimer non pas sur les barricades lors de combats, mais vraiment de massacrer les gens qui n'étaient pas d'accord avec nous, puisqu'on parle de peut-être 20 000 personnes qui ont été tuées de sang-froid. Donc c'est une chose qui m'a vraiment marqué à cette époque, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais envie de faire quelque chose dessus. Et puis quand l'idée a germé de faire d'abord une bande dessinée, je me suis intéressé beaucoup plus au sujet et j'ai découvert par hasard que dans mon immeuble à Belleville, dans le quartier de Belleville au nord-est de Paris, avait vécu un communard qui s'appelait Lavalette et que ce communard était inconnu aujourd'hui, mais qu'il avait joué un rôle important à l'époque et j'ai eu envie de retrouver sa trace dans les archives. Donc c'est une recherche d'un citoyen qui recherche l'histoire de son voisin communard, mais qui le fait de manière historienne, en allant chercher, comme le ferait aussi un généalogiste, dans les archives, qui était cet homme-là, et à travers lui, qu'est-ce que c'était cette commune de Paris. Voilà, ça c'est le début de l'histoire, il y a presque 10 ans, et ça a continué, donc un livre, 2 livres, 3 livres, 3 tomes, près de 500 pages, et maintenant un film animé d'une heure et demie. Voilà, c'est une histoire qui se termine maintenant.
Un film, j'en profite, qui a eu donc un grand succès d'audience à l'antenne d'Arte. Et c'est intéressant de souligner en effet là votre démarche d'emblée. Vous avez dit donc le mot citoyen. C'est une démarche citoyenne que vous avez fait au tout démarrage, d'aller vous informer sur ce personnage. Alors j'aimerais juste préciser, donc on va lancer un peu les échanges entre nous, mais que vraiment ce qui nous intéresse, c'est vos questions. Au niveau, je n'ai pas précisé au niveau du fonctionnement, mais vous allez donc pouvoir nous entendre, nous voir tout au long de la masterclass et vraiment interagir avec nous via le chat. Et moi, je me chargerai de transmettre vos questions qui pourront s'afficher également à l'écran. Donc, surtout, posez vos questions et posez-les dès maintenant. On va vraiment prendre un maximum de temps d'échange avec vous. C'est l'intérêt de ce moment d'échange. Donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. Par rapport, du coup, au film, donc, est-ce que vous voyez d'emblée, justement, est-ce que vous pouvez nous parler, puisqu'on s'adresse à des enseignants, de, selon vous, l'intérêt pédagogique principal, justement, du film des damnés de la commune? Alors moi, j'ai un rôle qui est un peu différent du vôtre, enfin qui est très, très différent du vôtre. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas prof d'histoire, ni de lettres, de français. J'ai un rôle d'artiste, d'auteur, de réalisateur. Et c'est peut-être ça qui peut être aussi intéressant. Quand je suis interrogé souvent dans des médias, on me demande de raconter la commune. Je peux le faire, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Moi, je suis rentré là-dedans, d'abord, effectivement, comme tout le monde, en lisant un peu les livres des historiens. C'était intéressant. Mais ce qui m'a vraiment passionné, c'était les témoignages de l'époque. Et dès que je voyais un historien qui citait une personne, j'allais chercher le livre, qu'on trouve souvent d'ailleurs numérisé sur Gallica, et puis si je le trouvais pas, je le commandais, je trouvais une version originale, je trouvais la source. Et c'est ça qui est pour moi le plus touchant, c'est découvrir l'époque avec les yeux des personnes qui l'ont vécu. Et tous les repères historiques, ils sont nécessaires, ils sont indispensables, mais c'est pas ça qui, moi, personnellement, m'a touché. Et j'ai l'impression que c'est ça qui rencontre l'adhésion, tout ce public. On est surpris. Hein, là, on parlait de l'audience du film mardi soir. On a eu 1,3 million de personnes qui ont regardé le film en direct. Il y a 400 000 personnes qui sont sur les plateformes aussi qui l'ont regardé. Donc c'est plus que d'habitude. Pour un documentaire, c'est beaucoup plus que ce qu'on espérait. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient inquiètes, anxieuses. Est-ce que d'abord cette période-là, ça m'intéressait personne? Et puis des vieilles gravures, des vieilles archives, non, ça va pas captiver. Eh ben si, c'est possible de captiver. Donc d'abord avec pour moi les personnages, les personnes qui ont vécu vraiment l'événement, et puis cette narration qu'on a, ce scénario qu'on a écrit, que j'ai fait pour la bande dessinée, et puis ensuite dans ce film. Et puis les anecdotes. Les anecdotes, ça peut être du fait divers, pas intéressant du tout, mais ça peut être aussi très touchant. Ça peut être aussi si c'est bien choisi. On peut découvrir une personne, s'identifier, même si on en est très loin, et puis à travers ça, se rapprocher de l'époque. Moi, je me suis, dès le début, identifié, peut-être pas le mot, mais j'étais en empathie très forte pour le personnage central du film, Victorine, alors que c'est une femme. C'est une petite femme. Je dis petite parce qu'elle était vraiment petite. J'ai une photo d'elle avec son second mari. Elle lui arrive en bas de la poitrine. Vraiment, elle est très petite. C'est pour ça qu'elle a pu s'échapper déguisée en enfant. Et elle avait des enfants. Moi, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, j'en avais pas. Et ben, j'étais bouleversé quand même, parce que vraiment, c'est de l'humain. C'est de l'humain avant tout. C'est ça qui nous touche. Et c'est ça probablement, en effet, qui risque de toucher les élèves. Si on en revient justement à l'intérêt un peu, justement, qu'est-ce qui va faire que cette période de l'histoire pourrait justement davantage peut-être rentrer dans les programmes, ou en tout cas toucher les élèves qui n'en connaissent probablement pas grand-chose. Et en effet, vous avez répondu, donc le côté témoignage, un peu, j'allais dire, banalisation des personnages. Et c'est très fort, en effet, que vous ayez choisi aussi ce personnage qui n'est pas justement
un personnage connu du grand public. Juste, moi, j'avais 2 questions sur justement le choix de Victorine et comment est-ce que vous êtes allé trouver son histoire, en fait. Enfin, vous avez dit que vous êtes allé, donc, en effet, consulter des archives, mais comment est-ce qu'on construit comme ça l'histoire de Victorine? On écrit cette histoire, est-ce que c'était à partir d'un journal uniquement ou d'autres sources également? Est-ce que du coup, ça peut être intéressant pour les élèves aussi de travailler justement sur les différents types de sources utilisées dans le film? Ça, je glisse ça au passage. Et la deuxième question, c'est plus sur le graphisme, justement. C'est sur comment est-ce que vous en êtes arrivé en fait à rendre aussi vivant des images qui étaient des gravures d'époque. Dans la bande dessinée, j'ai choisi de faire un récit choral avec plein de personnages. Et il y a Victorine, entre autres, qui est important, mais qui n'est pas la seule. Dans la bande dessinée, il y a plein de sources différentes, des archives, des témoignages qui ont été publiés à l'époque, d'autres qui ont été republiés. C'est le cas du témoignage de Victorine, qui a été publié des années après la Commune, en 1909, quand elle était très âgée, à Lausanne et à Paris, mais une toute petite édition. Et ça a été réédité en 1976 par François Maspero, l'éditeur de gauche. Et j'ai repris son livre. Ça vient d'être republié par les éditions Libertalia, donc on peut le retrouver. Vous pouvez trouver l'édition originale aussi sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. C'est aussi une source qui est vraiment intéressante. La question était... La question était au début vraiment sur le récit. Enfin, comment est-ce qu'on en arrive à construire ce récit de Victorine, à partir de quel document? Vous avez quand même partiellement répondu. Et l'autre, c'était plus sur le graphisme, justement, sur comment est-ce qu'on crée une histoire vivante à partir d'archives, entre guillemets, mortes. Enfin, d'archives, en tout cas, qui sont des gravures. C'est ça, moi, qui m'a le plus amusé. Je suis graphiste à la base, c'est-à-dire que je ne sais pas dessiner, mais je mets en forme le texte et l'image. Et je crée une forme, un dessin finalement, mais qui n'est pas l'illustration à laquelle on pense nécessairement. Et donc là, comme je ne savais pas dessiner, que je voulais faire cette bande dessinée, j'ai utilisé ces vieux dessins qui ont été publiés dans les journaux de l'époque et dans les livres. Donc il y avait une question qui disait quels journaux. Il y avait beaucoup de journaux illustrés à l'époque. C'était pas les quotidiens, c'était les hebdomadaires, c'était un peu les Paris Match de l'époque. Il y avait Le Monde illustré, il y avait bien sûr l'Illustration, il y avait des journaux à l'étranger aussi, beaucoup, The Illustrated London News qui est absolument magnifique, The Graphic aussi, à Londres, des journaux en Espagne, en Suisse, aux États-Unis, beaucoup en France, mais pas seulement. Et puis j'ai complété ça avec des romans qui parlaient de Paris, comme Les Misérables ou Les Mystères de Paris. Alors ça se passe pas forcément exactement à cette époque-là, mais il y a le contexte qui est là. Et puis il y a des réminiscences. Quand on fait un film, je pense les films en prise de vue réelle avec des comédiens, parfois on peut voir que les décorateurs ont voulu faire l'époque en particulier. Et on va avoir les tableaux Formica des années 60, etc. Mais sauf que chaque époque vit dans le passé aussi, dans l'héritage du passé. Et donc, on a toutes ces images qui étaient déjà là avant, des dizaines d'années avant. Voilà, pour les gravures, c'était ça. Et c'est vraiment, comme auteur, comme graphiste, je me suis beaucoup amusé dans la bande dessinée à jouer avec ça, avec la forme des cases, avec la structure, le rythme, pour la narration. Et ça, je ne sais pas s'il y a des enseignants qui sont peut-être en art plastique. Il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là avec les élèves. Et puis un outil qui est disponible pour ça par la BNF, qui s'appelle BDNF, qui est libre, qui est gratuit et qui est utilisé beaucoup dans les écoles. Ça permet de faire de la bande dessinée avec notamment le fonds iconographique de Gallica. C'est très très utile. Pour le film, c'était un autre défi, comment animer ces images. Et là, on a travaillé avec une équipe d'un studio d'animation, une dizaine de personnes, qui étaient entre Paris et Angoulême. Et en fait, c'est amusant quand on a envie de trouver les astuces pour faire bouger les images. On n'est pas dans le dessin animé, c'est pas les personnages qui vont bouger vraiment comme un dessin animé, mais on va bouger dans les images avec ces différents plans. Donc on détourne, on fait des grands mouvements de caméra, on choisit le rythme aussi, c'est très important, le montage. Et puis en ajoutant donc des effets comme la pluie, la neige,
en dessinant aussi quelques éléments comme les hirondelles, les corbeaux, qui sont pas juste anecdotiques, qui ont aussi des charges symboliques, qui jouent un rôle dans la narration, dans l'histoire. Et puis, je me suis amusé, par exemple, il y a des moments de guerre où on voit les balles passer au ralenti. On parle de bullet time dans les effets à la Matrix. Voilà, je voulais faire ça, je me suis amusé, et on s'est amusé à quelques-uns à faire ça. Et ça peut être très amusant aussi, ludique, de reprendre des vieilles images. Et vous étiez en train d'évoquer justement la possibilité de travailler aussi pour les enseignants avec d'autres disciplines. Et c'est vrai que votre film se prête tout à fait à justement une analyse, pourquoi pas en art plastique, et pourquoi pas à l'utilisation de cet outil de la BNF qu'on ne manquera pas de communiquer aux enseignants qui sont inscrits. On vous enverra un mail avec justement les outils et les ressources qui ont été évoquées pendant la masterclass. Alors, on va commencer à prendre des questions parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui nous arrivent. Moi, j'ai vu passer des questions sur les conseillers historiques, sur l'absence de certaines références comme Marx ou Proudhon. Peut-être que je peux répondre là-dessus. Allez-y, bien sûr, je vous en prie. Dans le livre, j'étais vraiment extrêmement rigoureux sur les faits et sur les faits de chaque personne. Je n'allais pas me permettre d'inventer un seul fait qui n'ait pas existé dans la vie de mes personnages, Victorine en particulier, mais aussi la Valette ou d'autres. Dans le film, je suis resté extrêmement rigoureux aussi sur tous les faits historiques, sur tous les grands moments, toutes les dates. Et puis sur Victorine, il y a 80% qui est très rigoureux sur sa vie, et puis une petite partie que je me suis autorisé à ajuster, à romancer un tout petit peu, pour tenir dans l'heure et demie qui était imposée, c'était le format. Et comme c'était centré autour d'elle et elle n'était pas toujours présente, donc il y a quelques endroits où je me suis autorisé à dire qu'elle était là alors qu'elle n'y était pas, à condenser certaines choses. Par exemple, dans la vraie vie, elle a perdu 3 enfants. Dans le film, elle n'en perd qu'un, mais je ne pouvais pas tout raconter. Dans le film, elle rencontre Louise Michel sur la place de la Concorde et elle part avec elle pendant une journée à Montmartre. Dans la vie, elle l'a rencontrée juste après, quelques heures après, sur la place de l'hôtel de ville. Et elle l'a pas suivi parce qu'elle a rencontré d'autres gardes de son bataillon qu'elle a retrouvés tout de suite, qu'elle a suivis. Mais ça me permettait dans le film d'aborder la question de Montmartre, de cette barricade de femmes qui a existé, dont je voulais absolument parler, et où était présente Louise Michel. Voilà. Et donc les conseillers historiques, il y a évidemment pour le livre, j'ai travaillé en discutant beaucoup avec des historiens, puis j'ai fait relire par des historiens, en particulier par Jean V. Robert, qui a été le conseiller historique du film, qui est un spécialiste de la commune et qui a aussi beaucoup d'empathie, comme moi, pour les communards. On ne le cache pas, il est président d'honneur de l'Association des Amis de la Commune de Paris. Et alors, pourquoi j'ai pas parlé de Marx, de tout ça j'ai l'impression que en fait, dans l'histoire de la commune, il y a la commune et il y a l'histoire qu'on s'est faite de la commune, la représentation de la commune, en particulier au XXe siècle. Et il y a une vision de la commune, qui est une vision très rapidement proposée et imposée par Karl Marx, qui était totalement inconnue à l'époque à Paris. Il y avait quelques personnes qui en avaient connaissance, comme Léo Frankel, qui le connaissait, qui était élu de la commune, mais c'était extrêmement rare et on ne pouvait pas dire pour autant qu'il était marxiste, c'était pas le terme à l'époque. Donc il a imposé cette vision et puis elle a été reprise beaucoup plus tard par Lénine en 1917, qui a vu la commune comme l'aube finalement de la révolution russe. Et les historiens marxistes ont repris cette idée-là de la commune aube des révolutions. Mais si j'ai choisi de ne pas en parler, c'est parce que c'est une histoire qui a été aussi revue, notamment par l'historien Jacques Rougerie dans les années 60, français, qui a expliqué que ce n'était pas l'aube des révolutions, mais que c'était le crépuscule des révolutions du 19e siècle. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il a remis la commune, non pas dans une histoire, une utilisation de la commune pour une histoire qui est décentrée à Moscou, mais remettre la commune dans une histoire nationale, dans ce récit, dans l'histoire de France. Et c'est ce que j'avais envie, moi, de mettre en valeur. Et en particulier, vous parliez d'autres sources
d'autres visions qui peuvent être aussi anarchistes sur la commune, des grilles de lecture, des idéologies qui ont succédé à la commune, mais qui n'existaient pas en tant que grand mouvement structuré à l'époque. Ça a été vraiment la commune, ça a été le croisement de plusieurs mouvements, et ça a été ils se sont séparés ensuite, et c'est devenu par exemple le marxisme, l'anarchisme. Mais voilà, avoir un point de vue, qu'il soit anarchiste ou marxiste sur la commune, c'est déjà une grille de lecture qui nous masque une partie de la réalité. Et j'avais pas envie de faire ça. Ce qui est à nouveau, tout ce que vous venez de développer là est extrêmement intéressant à mon sens à justement développer avec les élèves. Ça peut être une espèce d'initiation à l'historiographie, l'histoire de l'histoire. Comment justement on en vient à décréter que certains événements historiques sont comme ci, comme ça. Ça peut être vraiment très intéressant aussi de, je pense, initier les élèves justement à ce sujet. Pourquoi est-ce que justement la commune n'a pas une place très importante dans les programmes scolaires. Aborder ces questions-là, je pense, avec les élèves, c'est aussi, ça peut être très intéressant. Alors, vous avez répondu à la question sur est-ce que Victorine est un personnage de fiction? Donc là, on a bien sûr compris que non. Victorine a vraiment existé. Donc, je passe cette question. Il y a une question sur la censure des programmes scolaires. Donc, la question est pas très nettement formulée, mais est-ce que la commune, justement, aurait été volontairement censurée des programmes scolaires? Est-ce qu'avec l'historien, justement, avec qui vous avez travaillé, qui est donc spécialiste du sujet dans l'association des amis de la commune, est-ce que vous avez échangé avec lui sur ce sujet? Ça, en un siècle et demi, ça a beaucoup évolué, évidemment, heureusement. Au début, oui. Très clairement, la commune a été volontairement écartée de l'histoire par les vainqueurs. Les vainqueurs, c'est donc les Versaillais, donc cette assemblée monarchiste, et aussi des républicains comme Jules Ferry qui était là, qui était officiellement toujours maire de Paris et qui est venu avec l'armée, qui a rentré dans Paris avec l'armée pendant la Semaine sanglante. Donc oui, au début, on n'a pas voulu en parler. Et Jules Ferry, qui a mis en place cette école, a dit, et ça vous pouvez le retrouver dans le livre, une citation, qu'il fallait extraire les élèves, les enfants, de l'influence, d'une part, des religieux, et ça c'est ce qu'on a gardé en tête de Jules Ferry, mais aussi de l'influence de ces gens qui viennent de la commune, de ces socialistes, tous ces gens-là. Donc c'était vraiment une volonté très claire, très exprimée depuis le début. Il ne fallait pas qu'on transmette cet héritage-là. Alors, avec le centenaire, en 1971, ça est revenu un petit peu, évidemment, mais avec cette vision aussi très idéologique, très marquée à gauche. Aujourd'hui, c'est une virgule dans les programmes scolaires. Je crois qu'on peut l'étudier en première et en quatrième, mais il y a des portes d'entrée. Les portes sont pas ouvertes, mais c'est plus par les fenêtres qu'on peut rentrer. La fondation de la Troisième République, les oppositions, Louise Michel et la Commune, il y a un point d'entrée, je ne sais plus quel est le terme, la formulation exacte. Donc c'est possible d'en parler, mais si vous le faites, c'est vraiment parce que vous avez envie, parce qu'on ne vous le demande pas. C'est très clair. Et moi, ce que j'avais envie de faire avec le film pour les 150 ans de la Commune, ça n'était pas seulement c'est sortir la Commune d'une simple mémoire collective de la gauche. Heureusement que la gauche était là pour rappeler cette histoire alors qu'elle était écartée du roman national, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est le moment de ramener la Commune au cœur de l'histoire de France et de voir que la Commune fait vraiment partie de notre histoire. L'idée principale du film, c'est de montrer que l'année terrible, dont parlait Victor Hugo, 1870-1871, c'est vraiment un moment clé dans l'histoire de France. C'est la fin du Second Empire, une possible restauration monarchiste qui ne marche pas, et le choix d'une république qui va s'imposer, d'un régime républicain qui s'impose depuis un siècle et demi. Et là, on a le choix entre plusieurs options. Soit une république sociale, et c'est ce dont rêvaient ceux qui vont devenir les communards et qu'ils vont mettre en œuvre pendant 72 jours, soit une république de l'ordre social. Et c'est cette république qui va être imposée par Versailles, qui va être votée, les lois organiques de la Troisième République sont votées
par une majorité de députés qui sont monarchistes, après l'échec de la restauration monarchique, et qui va se mettre en place avec des gens qui sont, à partir de 1879, l'élection d'un président, enfin un président républicain, on va dire, sauf que cet homme-là était à l'époque de la Commune président de l'Assemblée nationale et donc a été présent et a soutenu l'écrasement dans le sang de la Commune. Et puis on parle de Jules Ferry, mais il y a aussi d'autres républicains de l'ordre qui étaient de ce côté-là. Voilà, cette république versaillaise en marche. Donc un moment très important aussi pour expliquer aux élèves justement l'héritage des valeurs républicaines qui sont finalement les nôtres aujourd'hui. Et j'en profite juste pour dire que vous l'avez donc bien expliqué, qu'il y a des points d'entrée actuellement qui sont relativement minces et que c'est un choix de l'enseignant de parler et que c'est entre guillemets un moment tout à fait opportun pour remettre justement ce moment dans la grande histoire. Mais vous pouvez aussi, là je m'adresse aux enseignants, utiliser le film pour traiter de très nombreux autres sujets, comme justement, tout simplement, on en a déjà parlé, on a un peu d'initiation à l'historiographie, l'histoire de l'histoire, ou comment est-ce qu'on raconte justement des histoires via le documentaire, puisque Raphaël Messante, justement, on voit bien, on n'est pas historien, mais travaille avec des historiens. Donc, travailler la matière, les sources, la manière dont on raconte l'histoire, ça peut être vraiment très intéressant, y compris donc en éducation aux médias et à l'information, dans laquelle il peut être très pertinent de revenir sur le film. Je prends une question qui est un peu en lien avec justement ce sujet de parler aux élèves au-delà un peu de la commune. Voilà. Très impressionnée par le film, j'aimerais en savoir davantage sur la technique utilisée. Le graphisme est magnifique, mais je manque d'éléments pour l'expliquer aux élèves. Comment expliquer, enfin vous en avez déjà un peu parlé, mais comment on pourrait expliquer aux jeunes justement la technique? Alors la technique, d'abord c'est la source, c'est donc le document, la gravure, donc que j'ai collecté pendant des années. D'abord, je faisais des photos dans les services d'archives et puis ça suffisait pas du tout. Donc, j'ai acheté vraiment tous les journaux que j'ai utilisés et les livres de l'époque. Donc, je suis allé chercher dans des vides-greniers, des dépôts-ventes, des Emmaüs, chez des libraires spécialisés. Donc, ce qui m'a permis d'avoir une très belle collection de livres et de journaux anciens. Et puis, j'ai numérisé avec un scanner en très haute définition pour pouvoir justement zoomer dans l'image, avoir une très très grande image avec plein de détails, zoomer et faire parler un personnage, par exemple. Ça, il y a plein de techniques différentes que j'utilise. Alors, il y en a une qui est très souvent, on appelle ça l'effet parallaxe. On détourne plusieurs plans de l'image et parfois on doit reconstituer derrière pour pouvoir déplacer un calque devant un autre et comme ça plusieurs calques, ce qui donne un effet de profondeur à l'image, comme si elle était vivante, comme si on était plus du côté de la vidéo que du dessin. C'est une technique qui est utilisée assez souvent dans les documentaires en ce moment, mais là, je voulais que ce soit utilisé de manière presque systématique, enfin autant qu'on l'a pu en ce peu de temps, parce qu'on aurait voulu en faire beaucoup plus, et ça demande beaucoup de travail et d'énergie. Il y a d'autres techniques. Donc, il y a le montage qui est important. Ça, c'est une des choses qui est très importante et qu'on retrouve à la fois dans le livre et dans le film. Le montage, ça va être par exemple la durée des plans. Est-ce que c'est un plan qui est très court, qui va durer 2 secondes, ou alors au contraire, est-ce qu'il va être beaucoup plus long? Est-ce que c'est une succession de petits plans? Est-ce qu'il va y avoir au contraire plusieurs plans longs? Est-ce qu'il va y avoir des contrastes? Donc le montage est une chose qui joue énormément. Les grands mouvements de caméra, est-ce qu'on est sur des mouvements rapides, saccadés, ou au contraire très lents, très posés? On dit des choses, on exprime des choses différentes. Sur les gros plans, les plans larges, j'en parlais, sur les effets de zoom, alors de crash zoom, ça c'est un effet de Quentin Tarantino dans ses films. On a un plan large et puis on va aller zoomer très très rapidement sur un personnage et on utilise de temps en temps cet effet-là de crash zoom pour dynamiser les séquences. Alors par exemple sur le 18 mars, le jour de l'insurrection, on a cet effet-là qui vient dynamiser. On s'amuse aussi à bouger
les éléments assez faciles techniquement que sont les ciels, un peu plus compliqués que sont les explosions. Donc, quand on a une grande explosion ou alors de la fumée qui s'échappe d'un fusil, on la fait sortir au ralenti, et ce qui crée des différences de temporalité. Je parlais tout à l'heure des oiseaux, des hirondelles, des corbeaux, des pigeons qui, eux, volent en vitesse réelle. Là, au contraire, pour les explosions, on est dans du slow motion, on est au ralenti. Je parlais aussi du bullet time, donc la vitesse de la balle dans Matrix. Là, on est dans l'extrême ralenti. Et quand on voit la scène avec la barricade des femmes de la Place Blanche, on se déplace comme ça, on voit les balles qui passent au ralenti. Donc voilà quelques exemples. Techniquement, on a utilisé surtout After Effects, qui est un logiciel qui est très utilisé pour les effets d'animation, et on a utilisé Premiere pour le montage. Réponse, je pense, très très complète justement sur les techniques. On voit qu'elles sont nombreuses et que c'est vraiment, en fait, il y a beaucoup de techniques dans un documentaire comme ça. Et je trouve ça assez rigolo, en effet, de voir plusieurs références, que ce soit Matrix ou Tarantino, de quoi aiguiser, je pense, l'attention des élèves aussi, qui connaissent certainement ces références. Une parenthèse, je vois une question sur l'empathie. J'ai pas le même statut que vous, je suis pas professeur et je suis pas historien, et je me permets beaucoup d'empathie justement, et c'est ce qui va aussi permettre d'approcher les choses, de les comprendre, de les ressentir, parce que c'est pas tout de comprendre intellectuellement, il faut aussi le comprendre avec le cœur, il faut l'intelligence du cœur, et ça va avec, et ça, qu'on soit enseignant ou artiste, on peut se l'autoriser. Pour moi, c'est une évidence. Voilà, c'est une chose importante que je voulais dire. Il y en avait une deuxième que je viens d'oublier. Oui, alors ça peut être en lien, on va essayer de faire un peu un lien. Oui, sur l'aspect empathique par rapport, je pense, non seulement au personnage, mais à la vision politique de la commune. Oui, il y a un parti pris, et je pense que c'est bien d'ouvrir le débat sur les débats qui sont possibles. Il y a un débat qui est possible, c'est est-ce qu'on est d'accord ou pas avec telle ou telle réalisation de la commune. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, c'est difficilement contestable, la séparation de l'Église et de l'État, l'école gratuite, laïque, obligatoire, les ébauches d'égalité homme-femme, je parle vraiment d'ébauches, faut pas idéaliser du tout. Mais puis il y en a d'autres qu'on peut contester, on peut dire non, moi je trouve que là c'est vraiment trop à gauche, je suis pas du tout d'accord, ou cette histoire de décret des otages c'est honteux, effectivement, c'est une chose dont la commune ne doit pas être fière. Par contre, ça fait partie du débat politique. Par contre, il y a une autre chose qui ne fait pas partie d'un débat politique, c'est la semaine sanglante. Est-ce qu'on est pour ou contre les massacres de la semaine sanglante? Non. Un crime a été commis. Il y a d'un côté les criminels et de l'autre côté les victimes. Et ça viendrait à l'idée à personne de dire, en parlant du génocide des Juifs, écoutez, je ne vais pas prendre position, c'était un débat entre les Juifs et les nazis. Non. Il y a des criminels d'un côté, des victimes de l'autre. Donc les communards, on peut avoir son point de vue de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, sur la commune et leur réalisation politique. Par contre, sur la semaine sanglante, il s'agit d'un crime et il s'agit de le dire très clairement. En effet, donc là, vous avez répondu à une question. Et juste à propos de la semaine sanglante, quel chiffre est le plus crédible? On a une question sur le nombre de victimes. Oui, donc c'est un débat qui est en cours. Après la commune, il y avait un premier chiffre qui avait été donné par un historien, un auteur anticommunard, très rapidement, de 6500 morts, qui avait revu à la baisse les chiffres qui étaient avancés. Puis il y avait Camille Pelletan, donc qui s'est battu pour l'amnistie des communards, qui a parlé en 1879 à partir de très nombreux témoignages qu'il a collectés. Il est allé jusqu'à 30 000 morts, alors que la précédente source, c'était principalement une source dans les cimetières parisiens. Et puis depuis, il y a eu très peu de recherches qui ont été faites. On parle de 20 000, 30 000, 6 000, on ne sait pas. Et puis récemment, il y a quelques années, donc il y a l'historien britannique Robert Tombs
qui a revu à la baisse le nombre de victimes et qui a parlé de 6500 morts d'abord, et puis maintenant il parle de beaucoup moins encore, en se basant sur des sources dans les cimetières aussi. Et puis Michel Audin vient de publier un livre aux éditions Libertalia à nouveau sur la semaine sanglante, où elle a fait le travail vraiment de recherche historique, et elle est mathématicienne et elle sait compter. Et elle a compté les morts dans principalement les cimetières, mais aussi d'autres sources, toutes les sources qu'elle pouvait consulter. Et puis depuis un an, c'était un petit peu difficile avec la situation sanitaire et les mesures prises par le gouvernement. Mais elle a pu comptabiliser et elle arrive à démontrer d'une part que il n'est pas possible de parler de moins de 10 000 victimes d'après les sources officielles, et d'autre part que de très nombreux cadavres ne sont pas dans les sources officielles, n'ont pas été enterrés dans les cimetières, comme on pourrait l'espérer ou l'imaginer. Beaucoup ont été donc d'abord enterrés à la va-vite dans les parcs, dans les jardins, dans les terrains vagues. Une certaine partie ont été déterrés par la suite, plusieurs semaines par la suite, parce qu'il y avait des risques de maladie et de transmission, et on était très inquiets. Et ont été emmenés dans les cimetières parisiens ou autour de Paris. Et puis d'autres sont restés. Et des années après, pendant des décennies, on a continué à trouver des cadavres, des ossements, des vieux habits de gardes nationaux à l'occasion de travaux, et en particulier des travaux du métro. Et puis, il y a aussi une partie qui n'ont pas été enterrés, qui ont été brûlés. On a fait des tests pour brûler les gens, les incinérer dans les fortifications. Sur le champ de Mars, il y avait des grands incendies. Enfin, on mettait le feu au corps. Donc, on ne pourra pas dire combien de morts il y a eu, mais elle considère que le chiffre de 15 000 à 20 000 morts est tout à fait réaliste. Ok, donc pour l'instant, voilà, 15 000, 20 000 morts. Est-ce que les propos de Victorine sur la peine de mort sont-ils bien les siens? Non. Non, effectivement, je me suis autorisé de temps en temps des choses qui sont de notre époque. L'autre endroit où je me suis autorisé, c'est le 26 mars 1871, le jour des élections de la Commune de Paris, où elle reste aux portes de cette journée historique. Elle dit qu'elle se précipiterait dans le bureau de vote. Je me suis autorisé à le dire pour souligner le fait que les femmes n'avaient pas le droit de vote, contrairement à une image d'Épinal de la Commune, une idéalisation de la Commune, mais même ça, à l'époque, les femmes ne le disaient pas. Le droit de vote n'était pas une revendication politique dans le mouvement féminin. C'était extrêmement anecdotique à cette époque-là. Et donc non, sur la peine de mort, elle n'a pas dit ça. Et même il y a une croyance que la Commune aurait aboli la peine de mort. Et moi, je voulais mettre en valeur, donc à travers son personnage, le décret des otages d'un côté. Donc non, la Commune n'a pas aboli la peine de mort. Au contraire, ils ont voté le décret des otages, qui est pour un communard assassiné, fusillé par les Versaillais, la Commune fusillera 3 otages versaillais. Ce qu'elle n'a jamais appliqué, puisque ça allait à l'encontre de ses principes et de ce que voulaient beaucoup de gens. Elle ne l'a jamais appliqué en tant que Commune de Paris, en tant qu'élue de la Commune. Même si à la fin, pendant la semaine sanglante, plusieurs personnes, des groupes de personnes ont exécuté des otages. Il y a eu plusieurs dizaines d'otages qui ont été exécutés, mais alors que la Commune ne se réunissait plus après le 24 mai 1871, l'incendie de l'hôtel de ville, la Commune en déroute, et donc il y a eu plusieurs otages qui ont été tués, notamment par un communard, un élu de la Commune, mais d'autres élus de la Commune se sont opposés à ces exécutions, ces exactions. Merci beaucoup. J'en profite juste de cette question sur le discours de Victorine sur la peine de mort pour quand même dire que dans ce film, il y a peut-être un travail intéressant sur les discours à mener. Il y a quand même des discours justement aussi de peut-être plus connus, de personnages plus connus par les élèves notamment, qui eux, j'imagine, sont des discours qui sont tirés de textes réels, enfin, qui ont vraiment existé.
n'est-ce pas? Pardon, excusez-moi, je suis en train de regarder les questions. Il y a des discours dans le film de personnages historiques peut-être plus connus par les jeunes et les élèves, qui sont des discours qui sont, j'imagine, sont-ils au mot près les vrais discours des personnages de l'époque? Et si oui, je vous vois acquiescer, donc j'imagine que oui. Je disais juste qu'il y a des fonctionnalités sur Educarte qui peuvent vraiment permettre un travail intéressant sur les discours, parce que je sais que ce sont des choses qui reviennent très souvent dans les programmes scolaires, que ce soit en lettres, justement, ou en histoire, ou des projets interdisciplinaires aussi qui peuvent se faire. Et vous pouvez, les enseignants, découper sur Educarte, grâce à l'outil de découpe d'extraits, des passages et pourquoi pas, justement, des discours dans le film, et faire travailler vos élèves justement sur ces discours. Voilà, c'était juste. Je vous laisse compléter sur les grands dire que dans le livre, Victorine, son témoignage, je le respecte vraiment à la lettre. Dans le film, je respecte l'esprit du témoignage de Victorine. Et dans le film et dans le livre, il y a beaucoup d'autres citations qui sont, alors parfois pas très rigoureuses dans le sens que ce sont des extraits, ce sont parfois, je me permets de retravailler un peu la phrase pour qu'elle soit plus succincte, plus ramassée. Donc, vous pourrez trouver les sources en fin d'ouvrage ou pour les plus connus dans d'autres sources. Ce qui est intéressant, je pense à le discours de Victor Hugo à l'Assemblée nationale. Par exemple, là, c'est son discours quasiment exact, un extrait. D'ailleurs, dans la bande dessinée, je m'étais autorisé à changer un mot, enfin retirer quelques mots. Il dit il y aura en Europe 2 nations redoutables, l'une parce que victorieuse, l'autre parce que vaincue. En réalité, il a dit l'une parce qu'elle sera victorieuse, l'autre parce qu'elle sera vaincue. Mais je voulais réduire dans une bulle parce qu'il fallait vite. C'était un art de la concision, la bande dessinée et le film encore plus. Donc, ça n'est pas une thèse avec des citations très exactes. C'est un film et une bande dessinée, mais c'est quand même assez rigoureux. Et moi, ces citations sur la séquence de l'Assemblée nationale le 1er mars à Bordeaux, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué. Et je pense que ça peut marquer les élèves et pas seulement, puisque on m'en a beaucoup parlé, des adultes, beaucoup de gens m'en ont reparlé. Quand j'ai découvert ça, donc je me suis plongé parmi les sources. Il y avait une source qui était les débats de l'Assemblée nationale. Donc on a les débats il y a très longtemps, et il y a un siècle et demi, ce qui s'est dit mot pour mot à l'Assemblée nationale. On a les exclamations, presque les insultes, les cris dans la salle. On vit l'événement presque comme si on y était. Moi, quand j'ai lu ça, la première fois, je lisais ça, et puis je me levais, je faisais le tour de la pièce, je revenais, c'était incroyable. Ce qui se jouait ce 1er mars 1871, pour moi, avec mes références d'aujourd'hui, je repensais à 1940, évidemment. La cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, le refus de toute résistance, penser que toute résistance militaire était impossible face aux Allemands, l'opposition déjà entre ceux qui disent mais si on peut le faire, d'autres qui disent non on ne peut pas. Donc ce président Adolphe Thiers, enfin ce chef du gouvernement, du chef du pouvoir exécutif, qui dit non, on peut pas. Et puis d'ailleurs, je peux même pas vous donner les éléments pour vous faire votre propre opinion. Ils sont confidentiels défense, enfin c'est pas le terme qu'il emploie, mais ils mettraient en danger le pays. Donc je peux pas vous les donner. Il faut que vous me croyiez sur parole. Et je fais don. Et alors, je ne dis pas je fais don de ma personne, mais il exprime cette douleur qu'il a à devoir cacher ces éléments et qu'il le fait pour le bien de la patrie. Vraiment, quand on lit ça avec notre recul, et c'est vraiment instructif, ça permet, on peut en discuter. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une répétition générale? Est-ce que pas du tout? Mais c'est vraiment, ça questionne. Et quand on lit ça, c'est très vivant en fait, les débats de l'Assemblée nationale. C'est pas un vieux document, c'est très vivant. Et j'ai essayé de le mettre en scène dans la bande dessinée et dans le film, comme si on était sur la chaîne parlementaire, en plus active, avec un meilleur montage, mais de manière vivante. Voilà. De Victor Hugo, absolument incroyable et prophétique, incarné donc par Jacques Weber, qui annonce tout le XXe siècle,
il y a des choses, quand on est auteur, on se dit c'est trop gros, si je les écris, personne ne va le croire. Là, c'est incroyable et ça a été dit. Et le film permet aussi justement de croire, enfin, d'être pris dans cette histoire qui est très forte et très vivante. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées sur justement un peu les difficultés de la transposition de la BD au film. Alors, je vais en publier une. Dans les images utilisées, ces dernières sont issues, donc on en a déjà parlé, de journaux avec des points de vue conservateurs notamment, et vous parvenez dans le récit à faire naître un regard critique dans les 3 volumes papier que j'ai pu lire. Cela apparaît moins dans le film diffusé mardi. Quelles ont été les plus grandes difficultés dans la transposition de votre roman graphique en documentaire animé? Et il y avait au moins 2 ou 3 questions sur les difficultés rencontrées. Il y a beaucoup de contraintes. Hein. Déjà, quand on fait une bande dessinée avec des gravures de l'époque, c'est une énorme contrainte. On se dit que c'est pas possible. Enfin, les autres, il y avait que moi qui y croyais. Mais alors, passer de quasiment 500 pages à 1h30, c'est une énorme contrainte. Donc, l'un des choix principaux que j'ai fait, ça a été de supprimer le narrateur du roman graphique. Le narrateur, c'est moi, c'est le double de l'auteur qui recherche l'histoire de son voisin communard et qui le fait avec un va-et-vient entre le passé et le présent, ce qui permet d'introduire une distance critique et de montrer les sources, de les expliquer, mieux qu'une note de bas de page, de montrer directement la source. Ce que j'ai pas fait dans le film. J'ai retiré cet auteur-là, ce narrateur, et j'ai retiré les sources d'archives. J'ai tous les documents manuscrits, beaucoup d'articles de presse, de documents d'époque. J'en ai conservé très peu dans le film. Il y a 2 affiches qu'on voit. C'est tout. J'ai choisi de rester dans la forme graphique du dessin animé, de l'animation, grâce aux gravures. Ça, c'était pour emporter le spectateur. Donc, il n'y a pas cette distance critique, effectivement, qu'il y a beaucoup plus dans la bande dessinée. On peut lui faire reproche, on peut aussi voir ça comme une autre œuvre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a beaucoup plus d'empathie, effectivement, qui est exprimée avec les musiques qui sont très fortes, parfois bouleversantes, parfois épiques. On a l'impression de vivre une aventure avec les personnes. Et moi, je pense que ça peut être bien, justement, de faire vivre cette aventure aux élèves, la faire ressentir, parce que c'est ça qu'on ressent dans le film. On a l'impression de s'immerger dans les images, dans l'époque, on entend les sons, on entend les voix, et d'en discuter après, d'avoir... voilà, c'est votre travail. Tout à fait. Et d'ailleurs, la musique, c'est vrai, on en a peu parlé jusqu'ici, est très, très prenante, très présente dans le film. Et on a d'ailleurs sur Educarte, en fait, pas mal de ressources sur justement la musique et notamment le métier de compositeur de musique de film. Donc, j'invite juste les enseignants qui sont présents et qui souhaiteraient évoquer ce sujet avec les élèves. Ça peut vraiment être intéressant aussi de leur diffuser une vidéo de témoignage sur justement ces compositeurs de musique de film. Pourquoi pas? Ouais. Je pense aussi que les sources pourraient être peut-être sur Educarte. Je pense au compte-rendu des débats de l'Assemblée nationale ou alors au livre de Victorine ou des extraits. Ce sont des PDF qui sont disponibles donc sur le Gallica, site de la BNF. On pourra tout à fait les mettre en bonus sur la vidéo. On le fera dès que possible, très rapidement. Alors, il y a d'autres questions, il nous reste 10 minutes, donc ensemble, en tout cas, il y a beaucoup de commentaires justement sur ce côté. Je lis un commentaire. L'art est fait pour interroger à chacun d'aller aux sources. Défi réussi par Raphaël Messan sur ce que vous disiez un peu justement sur voilà, cette distance. C'est quand même un travail artistique aussi très, très important, ce film. Donc, beaucoup de commentaires très, très élogieux. D'autres questions. Alors, quel est le nom de l'historienne mathématicienne? On vous enverra dans tous les cas, on peut vous envoyer donc, le mail. Michel Audin. Classe, donc c'est Michel Audin. Absolument, Michel Audin. Il y a une question sur... alors, je trouve que votre documentaire pose très bien le contexte global de l'événement et que son approche est donc très pédagogique.
Avez-vous pensé directement à Yolande Moreau pour être la voix de Victorine? Alors, on s'est posé avec la production longtemps la question, mais, parce que Victorine, moi, je la connaissais depuis des années. Je vivais avec elle comme auteur, en pensée, en poésie. Voilà, et qui pouvait incarner cette personne aussi forte? Et puis un jour, j'ai entendu un entretien de Yolande Moreau. C'était avec Fabienne Pasco sur un entretien de Télérama au Rond-Point, je crois. Et j'étais dans ma cuisine comme ça, et sur mon petit téléphone, j'écoutais ça et j'étais submergé par l'émotion parce que j'avais vraiment l'impression d'entendre le personnage. Et c'était une évidence, ça devait être elle. Voilà, ça a été comme ça que ça s'est fait. Et puis je lui ai écrit une lettre en lui disant ça. Elle a été touchée et elle s'est engagée dans cette aventure avec nous. Et puis les autres comédiens aussi, Simon Abkarian qui fait le narrateur, qui a apporté un souffle aussi narratif et une force aux événements. Il vient donner les événements, donner corps aux événements. Et puis tous les autres comédiens. Et en fait, les 12 autres comédiens fameux, ça vient peut-être aussi apporter une certaine distance parce qu'on les reconnaît parfois. On se pose la question qui ils sont. Et on sait que Fanny Ardant, c'est pas la maman de Victorine. On sait que Mathieu Amalric, c'est pas Adolphe Thiers, et on le reconnaît. Et il y a cet effet de distanciation de Brecht, presque voilà, on sait que c'est un film aussi. On sait que ça n'est pas la réalité, que c'est incarné. Et il y a un écho, au contraire, qui se fait entre l'expérience, l'aventure collective des communards et puis l'aventure collective que nous, on a vécue en réalisant ce film. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai aussi vraiment remarqué en effet la voix de Mathieu Amalric quand c'est vrai qu'il a une voix tellement reconnaissable que c'est assez troublant d'ailleurs ce moment du film, j'ai trouvé personnellement. Autre question qui peut être vraiment intéressante pour les enseignants qui veulent travailler justement avec les profs d'art plastique et des artistes contemporains qui ont fait de la commune la matière de leur œuvre en dehors d'Ernest Pignon. Y en a-t-il beaucoup? Il y a beaucoup. En fait, la commune, ça inspire beaucoup. Effectivement, par contre, il n'y avait pas eu. Au cinéma, il n'y a pas de grand film sur la commune. Il y a eu le film de Peter Watkins, La commune, donc il y a 20 ans déjà, qui fait référence, mais qui est un film très long, en noir et blanc, avec des comédiens amateurs, improvisés, donc qui dure quasiment 6 heures. Il est difficile d'accès, il est très intéressant, très ambitieux artistiquement, mais il est pas grand public du tout. Il y a eu des documentaires il y a longtemps, très longtemps, il y a eu des différentes choses. Il y a des choses sur la période après. Il y a aussi dans la bande dessinée plusieurs bandes dessinées qui ont été faites récemment. Je vais pas toutes les citer. Il y en a une qui est en cours d'ailleurs, de François Bourgeon, donc un grand auteur historique de bande dessinée, Le sang des cerises, dont il a fait juste le premier tome. On attend le deuxième avec impatience. Mais effectivement, il n'y a pas de grande image de la commune, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un livre d'un historien, Bertrand Tillier, La commune, une révolution sans images, point d'interrogation, où il montre que les images de la commune sont des images anticommunardes et qu'il y a peu de grandes images qui viennent par la suite marquer les esprits. Et c'était d'ailleurs le défi que j'avais en faisant les bandes dessinées et le film, c'est d'utiliser des images qui sont toutes conservatrices, voire vraiment anticommunardes. Toutes ces gravures ont été publiées dans des journaux qui étaient opposés à la commune. Donc, comment faire, moi avec mon empathie pour la commune, pour raconter ça avec ces images opposées? Et ben avec une distance critique, c'est la même distance qu'un historien avec toutes ses sources, hein, c'est remettre dans le contexte, l'interpréter. Donc moi j'ai interprété ces images, plus que les détourner, je pense, les interpréter différemment. Il est 18h26, on a encore 4 minutes, ce qui me mène à une dernière question. En parlant de distance, je profite donc de ce que vous venez de dire.
comment allez-vous, au bout de 10 ans, réussir à prendre de la distance ou passer à autre chose? C'est une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat et qui peut permettre de clore, je pense, assez bien cette masterclass. Donc, au bout de 10 ans, allez-vous pouvoir passer à autre chose? Ouais, je vais passer à autre chose, mais par contre, je sais que la commune, c'est quelque chose qui m'a construit, qui m'a structuré, sur lequel je peux m'appuyer pour avancer. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre, moi, dans mes livres et dans le film. C'est une histoire qui nous construit. C'est assez rare, en fait. Souvent, l'histoire, on l'apprend de manière un peu formelle, des dates, des personnages, une chronologie. Là, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été beaucoup plus puissant. Pour les lecteurs et les spectateurs du film qui me font beaucoup de retours, il y a cette puissance-là de quelque chose qui nous construit. Voilà. Bah, en tout cas, beaucoup de commentaires que vous pouvez lire dans le chat vous-même. Et c'est vrai que c'est difficile avec autant de participants de pouvoir prendre toutes les questions et tous les commentaires. Mais en tout cas, beaucoup de félicitations et de remerciements de la part, en tout cas, des enseignants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, à mon tour aussi de vous remercier chaleureusement d'avoir été avec nous pendant 1 heure. J'espère donc que vous avez apprécié de votre côté ces échanges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur EducArté, on vous répondra avec grand plaisir. Le film a été déjà découpé en extraits vidéo par notre éditrice Stéphanie Scanvic, donc qui a fait ce travail de pouvoir un peu essayer de faciliter votre appropriation à vous, les enseignants, dans un contexte de classe. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'EducArté ces extraits vidéo qui sont déjà prédécoupés. Si vous voulez en faire un peu votre sauce, entre guillemets, j'allais dire, pour pouvoir faire des séances. On sait que c'est parfois compliqué de faire visionner un film d'1h30 en classe aux élèves, bien que la ressource soit accessible à la maison. Donc, vraiment, pour les lycéens notamment, je pense que ça peut être tout à fait accessible et pertinent de leur demander de regarder le film depuis la maison. J'essaie juste de voir s'il y a d'autres dernières questions. Alors, le film est-il en français ou aussi en allemand? Donc, je vais vérifier, mais normalement, il est aussi en allemand sur EducArté. En français et en allemand. Quand sera-t-il à la vente en DVD ou en VOD? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, je n'ai pas de réponse non plus à apporter immédiatement, mais vous pouvez revenir vers nous par mail, on pourra se renseigner pour vous apporter une réponse dès qu'on l'aura. En tout cas, voilà, de très nombreux remerciements pour vous, Raphaël Messan. Donc, le matériel pédagogique est-il disponible sur EducArté? Alors, tout à fait. Donc, j'évoquais plusieurs choses sur le matériel pédagogique. Des extraits qui sont déjà prédécoupés et disponibles sur EducArté. En allemand aussi. Alors oui, tout à fait, en allemand aussi, parce qu'en fait, du coup, les extraits sont réalisables en allemand comme en français. Donc, n'hésitez pas. Et ils sont compilés, tous ces extraits, dans un petit PDF qui est donc sur la fiche du film, enfin sur la page du film. Vous allez aller voir, il y a un PDF qui compile tous ces extraits vidéo. Et on va rajouter sur les suggestions, très bonnes suggestions de Raphaël Messan, des documents complémentaires qui vous permettront d'aller encore plus loin avec les élèves. Je vous remercie grandement donc, de votre participation et n'hésitez pas donc, à vous inscrire à la newsletter d'EducArté si vous souhaitez participer à d'autres masterclass. La prochaine sera avec Émilie Aubry, rédactrice en chef du Dessous des cartes, au mois de mai. Voilà, merci, un grand merci à vous, Raphaël Messan, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et merci à vous tous. Merci beaucoup. Et c'est le moment, pour les 150 ans de la Commune, de remettre la Commune au cœur de l'histoire de France et de la fondation de notre République, de ce que aurait pu être notre République. Et le débat est ouvert. Le débat est ouvert, bien dit. Vive la Commune, oui, dit Thibaut Fleury, et on espère que tout ça va fleurir dans les classes et faire son chemin auprès des jeunes et ouvrir de nombreux débats en tout cas. Merci beaucoup Raphaël Messan et on va donc terminer l'événement. Au revoir. Au revoir.